Comment une force de cavalerie d'à peine 20 000 cavaliers a-t-elle pu anéantir une armée de 80 000 guerriers aguerris? Cela s'est produit en seulement 3 jours de poursuites et de massacres incessants. Imaginez ceci. La puissance combinée de la Russe de Kiev, l'une des forces militaires beauty les plus redoutables de l'Europe médiévale, marchait avec confiance à travers les steppes. Elle s'apprêtait à affronter un ennemi qu'elle croyait en retraite et terrorisé. Il ne s'agissait pas de fermiers inexpérimentés enrôlés de force. C'étaient des princes des aguerris, leurs gardes du corps Droujina d'élite, des milliers de soldats professionnels et la fleur de la noblesse de la Russe. Ils avaient écrasé les pillards polovtsiens et défendu leurs terres contre d'innombrables incursions et se considéraient sans comme les maîtres de la guerre en Europe de l'Est. Pourtant, en 72 heures, environ 20 000 de ces guerriers gisaient massés de morts sur des centaines de kilomètres de prairies gorgées de sang. Leurs princes furent étouffés sous des plateformes en bois. Les commandantes mongoles y célébraient la victoire par un festin. Leur civilisation entière se retrouva exposée à l'invasion la plus dévastatrice que l'Europe ait jamais connue. Qu'est-ce qui a transformé une expédition punitive de routine en l'une des défaites les plus catastrophiques de l'histoire médiévale? La réponse réside dans une tactique exécutée avec une telle brillance. Elle fut si parfaitement dissimulée qu'elle serait étudiée dans les académies militaires pendant 8 siècles. Il s'agissait de la fausse retraite. Pour comprendre l'ampleur de ce désastre, nous devons d'abord saisir ce que la Russe de Kiev représentait en l'an 1223. Il ne s'agissait pas d'une principauté mineure luttant pour sa survie. Le royaume s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire. Il englobait l'Ukraine, la Biélorussie et l'ouest de la Russie moderne. Kiev elle-même comptait parmi les plus grandes villes d'Europe, rivalisant avec Paris et Constantinople, avec peut-être 50 000 habitants. La Russe avait adopté le christianisme orthodoxe en l'an 988. Cela les connectait aux riches traditions militaires de la civilisation byzantine. Leurs armées combinaient des tactiques scandinaves, héritées des fondateurs vikings, avec la discipline byzantine et la force numérique slave. Les Droujina, les suites de guerriers professionnels de chaque prince, étaient des combattants légendaires. Ils étaient équipés des meilleures armures disponibles. Cela incluait des haubers de mailles qui pouvaient dévier les flèches. Ils portaient aussi des casques coniques ornés de protections faciales et des armes forgées par des maîtres forgerons. La Russe avait affronté et vaincu les invasions Petchénègues. Elle avait repoussé les raids Koumans-Polovtsiens pendant des décennies. Ainsi, elle avait maintenu sa position de puissance militaire dominante en Europe de l'Est pendant plus de 2 siècles. Mais en l'an 1223, quelque chose d'inédit se préparait loin à l'Est. Les forces de reconnaissance mongoles, sous les généraux Djébé et Subutai, avaient mené des campagnes à travers la Perse et le Caucase. Leur efficacité était dévastatrice. Il ne s'agissait pas de hordes barbares insensées, comme les chroniqueurs européens les décriraient plus tard. Elles constituaient l'avant-garde de la machine militaire la plus sophistiquée de l'histoire. Elle était commandée par 2 des généraux les plus brillants de Genghis Khan. Djébé, dont le nom signifiait « flèche », avait autrefois été un guerrier ennemi. Il avait abattu le cheval de Genghis Khan sous lui pendant une bataille. Impressionné par son habileté et son honnêteté lors de sa capture, Genghis l'avait nommé général. En l'an 1223, Djébé avait conquis des royaumes de la Chine à la Perse. Il coordonnait les mouvements de cavalerie sur des milliers de kilomètres. Cette précision ne serait pas égalée par les armées européennes avant des siècles. Subutai était peut-être encore plus redoutable. Ce fils de roturier allait devenir le commandant militaire le plus titré de l'histoire en termes de territoire conquis. Il fut responsable de la défaite de plus de 30 nations et de la victoire dans plus de 60 batailles rangées. Ensemble, ils commandaient environ 20 000 à 25 000 cavaliers mongols. Chaque guerrier était équipé d'au moins 2 chevaux. Ils possédaient des arcs composites capables de percer une armure à 200 mètres. Leur entraînement, qui commençait dès l'enfance, durait toute une vie.
Les Mongols avaient déjà démontré leur terrifiante capacité. En l'an 1220, ils avaient anéanti l'empire khwarezmien. C'était l'un des États les plus puissants du monde islamique. La ville de Nishapur aurait vu 1,7 million de personnes massacrées. Cela s'est produit après que sa garnison a tué un général mongol. Chaque être vivant de la ville fut exécuté. Les crânes furent ensuite disposés en pyramides. Samarcande, avec peut-être 500 000 habitants, tomba après que ses défenseurs furent systématiquement traqués. Les défenseurs de Bukhara furent sans net massacrés jusqu'au dernier homme. La ville fut incendiée si profondément qu'elle ne retrouverait pas son ancienne prospérité avant 200 ans. Il ne s'agissait pas d'actes de cruauté aléatoires. C'était une guerre psychologique calculée. Elle visait à s'assurer que la ville suivante se rende sans résistance. Ceux qui résistaient étaient confrontés à une annihilation totale. Ceux qui se soumettaient immédiatement étaient souvent épargnés. Ils étaient incorporés à l'Empire mongol, leur gouvernance locale restant intacte. C'était le terrorisme comme doctrine militaire, et c'était d'une efficacité dévastatrice. La Russe apprit pour la première fois cette menace orientale par ses ennemis occasionnels et parfois alliés, les Polovtsiens. Ces nomades turcs avaient été menés des raids sur le territoire de la Russe pendant des générations. Cependant, ils étaient également liés par des alliances matrimoniales et des relations commerciales. Fin de l'an 1222 ou début de l'an 1223, le khan polovtsien Köten arriva à la cour de son gendre. C'était le prince Mstislav de Galicie. Il apportait des nouvelles désespérées. Les Mongols avaient écrasé les forces polovtsiennes dans une série d'engagements. Ils avaient tué des milliers de personnes. Ils poursuivaient les survivants à travers les steppes avec une efficacité implacable. Köten apporta des cadeaux et offrit sa soumission. Il implora une assistance militaire avec un argument persuasif. Il déclara qu'aujourd'hui, ils avaient pris leur terre et que demain, ils prendraient la leur. Ce n'était pas de la simple rhétorique. La défaite polovtsienne avait été si totale qu'environ 40 000 survivants fuyaient vers l'ouest. Ils cherchaient un refuge sur le territoire de la Russe. Certains princes de la Russe plaidèrent pour laisser leurs anciens ennemis être détruits. Cependant, Mstislav de Galicie et d'autres reconnurent dans la menace plus large. Si des guerriers aussi expérimentés dans la guerre des steppes que les Polovtsiens ne pouvaient pas résister aux Mongols, la coopération était peut-être la seule réponse. La décision de marcher nécessita un conseil des princes de la Russe, souvent querelleurs. Ces hommes passaient autant de temps à se combattre entre eux qu'à affronter des ennemis extérieurs. En l'an 1223, la Russe de Kiev s'était fragmentée en de nombreuses principautés rivales. Le titre de grand prince de Kiev conservait son prestige. Cependant, le pouvoir réel était passé aux hommes forts, régionaux. Mstislav le hardi de Galicie avait peut-être 40 ans. C'était un guerrier qui avait combattu les Polonais, les Hongrois et les Polovtsiens avec un enthousiasme égal. Les chroniques le décrivent comme impétueux, courageux au point de l'imprudence et férocement fier. Mstislav Romanovitch de Kiev, surnommé Mstislav l'Ancien, avait probablement la cinquantaine. Il était le plus âgé et techniquement le plus haut gradé. Cependant, il commandait une force militaire inférieure à celle de son homonyme galicien. Il y avait ensuite le prince Danil de Volhynie. Âgé d'à peine 20 ans, il se montrait déjà un commandant et un homme politique capable. Il deviendrait l'un des dirigeants les plus importants de l'histoire de la Russe. Ces trois princes, ainsi que plusieurs autres commandants des contingents de Tchernigov, Smolensk et Koursk, acceptèrent une campagne conjointe. La force combinée russe-polovtsienne, assemblée en avril de l'an 1223, comptait peut-être 80 000 à 100 000 guerriers. Ce fut la plus grande mobilisation militaire de l'histoire de la Russe jusqu'à ce moment-là. Ce que ces princes ne comprenaient pas, c'est qu'ils marchaient dans un piège. Ce piège avait été méticuleusement préparé des mois à l'avance.
La doctrine stratégique mongole, affinée par des décennies de conquête, reposait sur une collecte de renseignements exhaustive. Ils envoyaient des espions en territoire ennemi des années avant les invasions. Ces espions étaient souvent déguisés en marchands ou en voyageurs. Ils interrogeaient systématiquement les prisonniers capturés. Ils recoupaient les informations pour dresser des tableaux détaillés de la politique ennemie. Ils évaluaient également les capacités militaires et les divisions internes. Ils exploitaient ces divisions sans pitié. Lorsque l'armée de la Russe s'assembla, les éclaireurs mongols observaient déjà ses mouvements. Ils comptaient ses forces et notaient sa structure de formation. Jabé et Subutai auraient su approximativement combien de guerriers chaque prince commandait. Ils connaissaient la route qu'ils étaient susceptibles de prendre. Plus important encore, ils connaissaient le profil psychologique de leur ennemi. Il était fier, querelleur, trop confiant et peu familier avec la manière mongole de faire la guerre. L'armée de la Russe marcha vers l'est fin avril de l'an 1223. Elle traversa le fleuve Dniepr avec une grande cérémonie. Les princes avaient amené leurs meilleurs guerriers, leurs étendards les plus éclatants et leurs armures les plus élaborées. Ce devait être une démonstration de la puissance militaire de la Russe. C'était une expédition punitive. Elle visait à repousser ces envahisseurs présomptueux et à sécuriser la frontière des steppes. Des guides polovtiens les menèrent à travers un territoire qu'ils connaissaient intimement. Ces prairies s'étendaient à l'horizon dans toutes les directions. Elles étaient occasionnellement interrompues par des vallées fluviales et des forêts dispersées. Les Mongols leur envoyèrent des émissaires. C'était une tactique standard. Ces ambassadeurs proposèrent la paix. Ils suggérèrent qu'il n'y avait pas de querelle entre les Mongols et la Russe. Les Mongols ne faisaient que poursuivre les Polovtiens, qui avaient donc été leurs ennemis. Les princes de la Russe, soit y voyant une faiblesse, soit se souvenant des avertissements polovtiens, exécutèrent les ambassadeurs. C'était une grave violation des coutumes diplomatiques. Cela garantissait que les Mongols ne montreraient aucune pitié dans la bataille à venir. Ces princes ignoraient que l'exécution de ces émissaires avait scellé le destin de 20 000 de leurs guerriers. La première rencontre eut lieu près de la rivière Kalka. C'est un cours d'eau relativement mineur qui se jette dans la mer d'Azov. Cela se trouve dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de l'Ukraine. Une avant-garde de cavalerie de la Russe et polovtienne, d'environ 1000 hommes, était commandée par Daniel de Volhynie et quelques jeunes princes. Elle repéra ce qui semblait être une petite patrouille mongole. Enhardis par leur supériorité numérique, ils chargèrent. Les Mongols s'enfuirent. Cela semblait une justification de la supériorité militaire de la Russe. L'ennemi fuyait, terrifié. L'avant-garde poursuivit avec enthousiasme, abattant les traînards et célébrant sa victoire facile. Ils poursuivirent les Mongols en fuite sur des kilomètres à travers la steppe ouverte. Leurs chevaux se fatiguaient. Leur formation devenait de plus en plus désordonnée. Et puis, comme si elle jaillissait de la terre, la force mongole principale apparut. Ce qui avait semblé une retraite paniquée se révéla être un repli soigneusement mesuré. Il était conçu pour éloigner la cavalerie de la Russe de sa force principale et la pousser à l'épuisement. L'avant-garde fut presque anéantie. Daniel de Volhynie reçut une blessure par lance à la poitrine. Il échappa de justesse à la mort. Des survivants regagnèrent l'armée principale avec une nouvelle terrifiante. L'ennemi ne fuyait pas, il chassait. On pourrait penser que ce premier désastre aurait appris la prudence aux princes de la Russe. Cependant, la nature querelleuse de leur structure de commandement joua contre eux. Mstislav le Hardy et Mstislav de Kiev étaient rivaux depuis des années. Aucun des deux ne voulait paraître lâche devant l'autre. Lorsque la force mongole principale apparut devant l'armée de la Russe, puis commença à se retirer après de brèves escarmouches, Mstislav le Hardy interpréta cela comme une nouvelle retraite. Il était convaincu qu'une poursuite agressive permettrait à la Russe d'écraser ses envahisseurs de manière décisive. Mstislav de Kiev était plus prudent,
reconnaissant peut-être le danger. Mais la fierté l'empêcha de conseiller la retraite. L'armée de la Russe poursuivit, mais pas en tant que force unifiée. Ce fut un élément critique du désastre qui s'ensuivit. Au lieu de maintenir une cohésion défensive, les princes avancèrent en contingents séparés. Chaque prince commandait ses propres guerriers avec une coordination minimale. Mstislav le Hardy avança le plus agressivement avec peut-être 20 000 guerriers, principalement de Galicie et de leurs alliés polovtiens. Le contingent de Kiev, sous Mstislav l'Ancien, se déplaça plus lentement. Il établit un camp fortifié sur une colline surplombant la rivière Kalka. D'autres princes se situèrent entre ces deux extrêmes. Cela créa une armée étirée, vulnérable à une défaite en détail. Pendant 3 jours, les Mongols reculèrent devant les forces rousses à leurs trousses. Imaginez ce que ces guerriers ont dû ressentir. Ils étaient en train de gagner, du moins le pensaient-ils. Chaque jour, ils s'enfonçaient plus profondément dans la steppe. Chaque escarmouche voyait les Mongols se retirer. Chaque soir, ils campaient après avoir gagné du terrain. Mais ils étaient conduits comme du bétail à l'abattoir. La retraite mongole se déroulait exactement au rythme calculé par Djebé et Subutai. Assez rapide pour maintenir l'avance des roues, assez lente pour épuiser leurs chevaux et étirer leurs lignes de ravitaillement. Les Mongols faisaient alterner leurs chevaux de rechange. Leurs guerriers restaient ainsi reposés et leur formation intacte. La cavalerie rousse épuisait ses montures. Elle consommait toutes ses provisions et devenait plus désorganisée à chaque kilomètre. Pendant ce temps, des éclaireurs mongols suivaient constamment les colonnes rousses. Ils signalaient leur position et leurs mouvements précis. Subutai orchestrait ce que les historiens militaires reconnaissent aujourd'hui comme l'une des retraites stratégiques les plus parfaitement exécutées de l'histoire. Cette manœuvre rendrait la victoire d'Hannibal à Cannes simple en comparaison. Le 31 mai 1223, les Mongols cessèrent de battre en retraite. Ils avaient déjà mené les Rousses exactement où ils le voulaient. Loin de toute position fortifiée, sur un terrain ouvert idéal pour les opérations de cavalerie. Les forces rousses étaient divisées en contingents séparés qui ne pouvaient pas se soutenir efficacement. Le contingent avancé de Mstislav le Hardy, épuisé par des jours de poursuite, se retrouva soudain face à toute l'armée mongole en formation de combat. Ce qui suivit fut une leçon magistrale de guerre interarmes. La doctrine militaire européenne n'atteindrait pas ce niveau avant 3 autres siècles. Les Mongols attaquèrent par vagues coordonnées. Chaque unité fonctionnait comme une partie d'un mouvement chorégraphié plus vaste. La cavalerie légère, armée d'arcs composites, galopa à 200 mètres de la formation rousse. Elle déchaîna des volées de flèches qui obscurcirent le ciel. Les chroniques décrivent le son comme celui du tonnerre. Des milliers de flèches frappaient boucliers, armures et corps simultanément. Les chevaliers rousses en armure lourde étaient relativement protégés. Leurs chevaux, en revanche, ne l'étaient pas. Les animaux commencèrent à tomber par centaines. Cela plongea les cavaliers dans le chaos. Les Rousses tentèrent une charge. C'était la réponse européenne traditionnelle aux tirs de projectiles. Les charges de lanciers, de la cavalerie lourde, avaient remporté d'innombrables batailles à travers l'Europe médiévale. La Drusina abaissa ses lances et épéronna ses chevaux épuisés vers l'avant. Elle s'attendait à briser la cavalerie mongole plus légère. Mais les Mongols ne restèrent pas immobiles pour recevoir la charge. Ils se dispersèrent comme de la fumée. Ils contournèrent sans les flancs de la formation rousse avec une vitesse qu'aucune cavalerie lourde européenne ne pouvait égaler. Un guerrier mongol sur un poney de steppe frais pouvait déjouer un chevalier russe sur un cheval de guerre fatigué. C'était aussi facile qu'un loup encerclant un ours blessé. Alors que la charge rousse perdait de son élan, embourbée dans la confusion et l'épuisement, les Mongols se refermèrent de main de tous les côtés.
Ils avaient effectivement encerclé une force de 3 à 4 fois leur nombre. Cela grâce à une mobilité et des tactiques supérieures. La cavalerie lourde mongole, des guerriers en armure lamellaire brandissant lances, sabres et massues, percuta les formations rousses désorganisées. Le combat rapproché éclata sur des kilomètres de steppe. Mais ce fut un massacre déguisé en bataille. Mstislav le Hardi tenta de rallier ses hommes. Il tenta de maintenir la formation et d'organiser une retraite combattante. Mais les auxiliaires polovtiens rompirent les premiers. Ils étaient terrifiés par le souvenir de défaites modernes précédentes. Leur fuite sêma la panique dans les rangs rousses. Une fois la formation brisée, ce fut un véritable carnage. La cavalerie mongole poursuivit les guerriers en fuite individuellement. Elle les abattit avec une efficacité méthodique. Un guerrier mongol portait 2 ou 3 arcs et plusieurs carquois contenant chacun 60 flèches. Cela leur permettait de tuer à distance sans risquer le combat rapproché. Les chroniques suggèrent que plus de 10 000 guerriers rousses et polovtiens moururent dans cet engagement initial. Leurs corps étaient éparpillés sur des kilomètres de prairies. Mstislav le Hardi s'échappa avec une fraction de sa force. Il s'enfuit vers la rivière Kalka, où Mstislav de Kiev avait établi sa position défensive. Mais la catastrophe ne faisait que commencer. Mstislav l'Ancien, observant l'anéantissement du contingent avancé depuis sa fortification perchée, avait peut-être 30 000 à 40 000 guerriers sous son commandement. Il avait bien choisi sa position. C'était une colline surplombant la rivière, avec des chariots disposés en cercle défensif à l'ancienne mode russe, créant une forteresse improvisée. Ces guerriers étaient reposés, en bon ordre et protégés par des fortifications de campagne. Pendant 3 jours, ils maintinrent cette position contre les attaques mongoles. Les Mongols ne purent briser le cercle défensif par un assaut direct. Leur cavalerie ne pouvait pas charger efficacement en montée contre des positions fortifiées. Leurs flèches, bien que nombreuses, ne pouvaient pas pénétrer de manière constante les épais boucliers en bois et les parois des chariots. Mstislav de Kiev devait ressentir un certain espoir. S'il pouvait tenir assez longtemps, les Mongols pourraient se retirer. Peut-être des renforts arriveraient-ils. Peut-être cette catastrophe pourrait-elle encore être évitée. Mais voici le rebondissement. Les Mongols n'essayaient pas de briser ses défenses par la force. Ils le maintenaient simplement immobilisé. Pendant ce temps, ils pourchassaient tous les autres contingents russes qui s'étaient dispersés dans la steppe. Durant les 1er et 2 juin, la cavalerie mongole parcourut le champ de bataille et le territoire environnant. Elle détruisit systématiquement les groupes isolés de guerriers rousses. Les princes qui avaient commandé leurs propres contingents séparément se retrouvèrent coupés et submergés. Les polovtiens, fuyant vers l'ouest en panique, furent poursuivis et massacrés en nombre énorme. Les estimations suggèrent qu'entre 8 000 et 10 000 autres guerriers rousses moururent lors de ces engagements dispersés en 2 jours. Les Mongols menaient ce que la terminologie militaire moderne appellerait une poursuite et exploitation. Ils s'assuraient qu'un ennemi vaincu était si complètement détruit qu'il ne pouvait ni se regrouper ni menacer une contre-attaque. C'était la différence entre gagner une bataille et anéantir une armée ennemie. Les Mongols étaient passés maîtres dans cette phase finale et brutale de la guerre. Le 3 juin, les commandants mongols s'approchèrent de la position fortifiée de Mstislav de Kiev sous des drapeaux de trêve. Ils proposèrent des conditions transmises par des intermédiaires polovétiens ou d'autres peuples des steppes sous contrôle mongol. Le message était simple. Rendez-vous et vous serez épargnés. Les Mongols donnèrent leur parole qu'aucun sang ne serait versé si les Rousses abandonnaient leurs fortifications et se soumettaient. Mstislav l'Ancien était face à une décision impossible. Sa position était forte, mais ses provisions étaient limitées. Ses alliés avaient été détruits. Aucun renfort n'arrivait.
Ils pouvaient voir les corps de milliers de guerriers morts éparpillés dans la steppe environnante. C'était un témoignage silencieux de ce qui arrivait à ceux qui continuaient la résistance. Les Mongols firent une promesse spécifique qui deviendrait tristement célèbre dans les chroniques. Pas une goutte de sang ne serait versée si les Roux se rendaient. Désespéré, à court d'eau et de nourriture, Mstislav accepta. Les guerriers rousses déposèrent leurs armes et sortirent de leurs fortifications. Ils s'attendaient à être faits prisonniers, peut-être tenus pour rançon comme il était courant dans la guerre européenne. Ce qu'ils reçurent fut plutôt une leçon sur la formulation précise des promesses mongoles. C'était aussi un aperçu du fossé culturel entre les traditions de guerre des steppes et celles de l'Europe. Les généraux mongols tinrent leurs paroles concernant le sang. Ils n'en versèrent pas une seule goutte. Au lieu de cela, ils ligotèrent les princes rousses qui s'étaient rendus. Cela incluait Mstislav de Kiev, ses gendres et plusieurs autres nobles. Ils les allongèrent ensuite sur le sol. Ensuite, les Mongols placèrent des planches de bois sur eux. Ils tinrent un festin de victoire sur cette plateforme improvisée. Pendant que les commandants mongols mangeaient, buvaient et célébraient, le poids des fends de la plateforme et des guerriers assis dessus suffoquait lentement les princes rousses. Ceux-ci étaient étendus en dessous. Il leur fallut des heures pour mourir. Ceci était considéré comme une mort honorable dans la culture mongole. Elle était réservée aux ennemis de haut rang, une mort sans verser de sang royal. Pour les Rousses, c'était une cruauté monstrueuse. Les soldats du rang qui s'étaient rendus furent traités différemment. Certains furent réduits en esclavage, d'autres furent enrôlés dans les forces auxiliaires mongoles. Beaucoup furent simplement exécutés efficacement pour les empêcher de se regrouper. À la tombée de la nuit, le 3 juin 1223, la bataille de la rivière Kalka était terminée. Sur les 80 000 guerriers qui avaient marché vers l'Est avec tant de confiance à peine 2 semaines plus tôt, peut-être 60 000 d'entre eux étaient morts ou capturés. Les chroniques rapportent qu'un seul guerrier sur 10 rentra chez lui. Mais la véritable horreur n'était pas terminée. Les Mongols n'envahirent pas immédiatement le territoire russe. Cela viendrait 13 ans plus tard sous Batu Khan, de 1236 à 1240. Cette invasion entraînerait la destruction de Kiev et la conquête de la plupart des principautés russes. Au lieu de cela, Djebé et Subutai poursuivirent leur reconnaissance en force. Ils sondèrent vers l'ouest pour tester d'autres ennemis potentiels. Ils vainquirent les forces combinées de plusieurs autres peuples. Ils menèrent des raids jusqu'au fleuve Dnieper. Ensuite, ils firent demi-tour vers l'est pour rejoindre les forces principales de Genghis Khan en Asie centrale. Cela n'avait jamais été une invasion complète. C'était une mission de reconnaissance qui avait parfaitement atteint ses objectifs. Elle testait les capacités militaires des puissances d'Europe de l'Est. Elle recueillait des renseignements sur la géographie et les divisions politiques de la région. Elle démontrait la supériorité militaire mongole si profondément que personne ne les sous-estimerait lors des futures campagnes. Le message était clair. Les Mongols pouvaient anéantir la plus grande armée que la Russe de Kiev pouvait rassembler. Cela, tout en opérant à des milliers de kilomètres de leur force principale. Puis, ils pouvaient se retirer à volonté, invaincus et intouchables. Les pertes s'étendirent bien au-delà de la bataille immédiate. Les guerriers de retour ramenèrent des maladies. Celles-ci balayèrent les villes rousses en 1223 et 1224, tuant des milliers de personnes supplémentaires. L'impact économique fut catastrophique. Des régions entières avaient perdu leur population masculine d'âge militaire. Des villages restèrent vides. Les hommes qui les défendaient gisaient morts dans la steppe. Les conséquences politiques furent peut-être encore plus dévastatrices. 6 princes moururent lors de la bataille
ou de ses conséquences immédiates. Cela créa des crises de succession et des luttes de pouvoir qui affaiblirent davantage l'unité russe. La défaite détruisit la crédibilité de l'action coopérative entre les princes russes. Chacun blâmait les autres pour le désastre. Les futures et les futures tentatives de coordination des réponses militaires contre les menaces devinrent presque impossibles. Lorsque l'invasion de Batu Khan arriva en 1236, les principautés russes l'affrontèrent divisées et vaincues en détail. Et chaque principauté tomba séparément parce qu'elles ne purent s'unir efficacement. Cela, malgré avoir été témoins de ce qui s'était passé à la rivière Khalkha lorsqu'elles avaient coopéré. La tactique de la retraite feinte qui détruisit l'armée russe à la rivière Khalkha n'avait pas été inventée en 1223. Mais les Mongols l'avaient raffinée à un niveau de sophistication qu'aucune autre force militaire ne pouvait égaler. Cela exigeait une discipline extraordinaire. Les guerriers marteventins devaient battre en retraite en bon ordre sous la pression. Ils devaient résister à l'instinct de se retourner et de combattre. Cela exigeait une coordination parfaite entre les unités réparties sur des dizaines de kilomètres. Le timing était mesuré pour épuiser l'ennemi précisément au moment et à l'endroit prévu. Cela nécessitait des renseignements assez complets sur la psychologie de l'ennemi. Ils savaient non que les chevaliers européens interpréteraient la retraite comme de la lâcheté plutôt que comme une tactique. Et cela exigeait une confiance suprême dans la vitesse et l'endurance supérieure de leur cavalerie. Ils croyaient absolument qu'en se retournant pour combattre, leurs chevaux seraient assez frais pour déjouer leurs adversaires épuisés. Cette combinaison de manipulation psychologique, de planification logistique, d'exécution tactique et de patience stratégique représente une guerre opérant à un niveau de complexité. Ce niveau ne serait pas revu en Europe avant les campagnes de Napoléon, 600 ans plus tard. Ce qui rend le désastre encore plus poignant est la disponibilité d'avertissement. Les Polovtsiens avaient décrit les tactiques mongoles basées sur leur propre défaite amère. Les princes russes avaient entendu des rapports de Perse et du Caucase. Ces rapports détaillaient le fonctionnement des armées mongoles. Les premières rencontres, avec leurs retraites mongols suspects, auraient dû susciter l'alarme. Cependant, la fierté, des politiques factieuses et une confiance excessive aveuglèrent les commandants russes. Ils ne virent pas le piège qui se préparait. Ces tactiques de cavalerie européenne traditionnelles étaient dépassées. L'historien militaire John Sloan a écrit que la rivière Khalkha est un exemple historique éloquent. Une force technologiquement similaire, avec une doctrine et une coordination supérieure, y a affronté un ennemi. Cet ennemi s'appuyait sur des concepts tactiques dépassés et une mauvaise structure de commandement. Les Russes avaient de braves guerriers et un bon équipement. Ils possédaient une supériorité numérique. De plus, ils bénéficiaient davantage de terrain défensif. Pourtant, ils perdirent tout. Leurs commandants n'avaient pas su s'adapter à un nouveau type de guerre. L'héritage de la rivière Khalkha a résonné à travers les siècles. Lorsque les Mongols revinrent en 1236, la résistance russe fut entravée. Les souvenirs du désastre pesaient lourdement. Plusieurs princes refusèrent de coopérer aux alliances défensives. Ils croyaient cela futile. Cette conviction venait des événements de 1223. L'impact psychologique de 20 000 guerriers morts ne put être surmonté. Kiev tomba en 1240 après des opérations de siège. Celles-ci laissèrent peut-être 40 000 morts supplémentaires. Vladimir, Souzdal, Ryazan et des dizaines d'autres villes furent systématiquement détruites. La Horde d'Or allait dominer le territoire russe pendant plus de 200 ans. Cela façonna fondamentalement le développement politique russe. La culture et les traditions militaires furent également transformées. L'autocratie centralisée caractérisa les États russes ultérieurs. L'accent fut mis sur la mobilité et la cavalerie légère dans la doctrine militaire russe. Même les aspects de la perception des impôts et de l'organisation administrative furent touchés. Tout cela portait les marques de l'influence mongole.
Cette influence provenait de la défaite choquante à la rivière Khalkha. Si les Russes avaient été gagnés à la rivière Khalkha ou même obtenu un match nul défendable, l'histoire de l'Europe de l'Est aurait été complètement transformée. Les Mongols auraient pu conclure que les puissances européennes étaient trop redoutables à conquérir. Ils auraient alors concentré leur expansion ailleurs. La Russe de Kiev aurait pu rester unie et prospère. Elle aurait pu potentiellement devenir un puissant empire. Cet empire aurait empêché l'expansion ottomane vers le nord au cours des siècles suivants. L'épanouissement culturel de la civilisation russe médiévale aurait pu se poursuivre. Son architecture, son art religieux, sa littérature et ses réseaux commerciaux étaient florissants. Ces réseaux connectaient Constantinople byzantine aux États scandinaves. Cet épanouissement fut brutalement interrompu. Les bibliothèques de Kiev contenaient des manuscrits et des chroniques. Ceux-ci auraient éclairé des siècles d'histoire slave. Elles n'auraient pas brûlé en 1240. Les centaines de milliers de personnes qui moururent lors de la conquête mongole auraient pu vivre. Elles auraient bâti une civilisation rivalisant avec les plus grandes puissances européennes. Cette conquête s'étendit de 1236 à 1240. Au lieu de cela, 20 000 guerriers russes moururent chaque mouvant sur 3 jours. Cela se produisit en mai et juin 1223. Ils furent victimes d'une fausse retraite exécutée avec une telle précision. Elle est étudiée dans les académies militaires, de West Point à Pékin. C'est un exemple de manipulation tactique parfaite. Jeb et Tsubutai commandèrent des forces en infériorité numérique de 4 contre 1. Ils réalisèrent ce qui est probablement le rapport de perte le plus asymétrique de l'histoire militaire médiévale. Ils y parvinrent sans technologie supérieure. Ils n'avaient eu un pas de fortification défensive. Ils n'eurent aucun des avantages traditionnels. Ceux-ci permettaient aux forces plus petites de vaincre les plus grandes. Ils réussirent uniquement grâce à des tactiques supérieures. Leur discipline, leur coordination furent décisives. La manipulation psychologique d'un ennemi trop confiant joua aussi un rôle. La leçon fut écrite dans le sang à travers des centaines de kilomètres de prairies. En guerre, la doctrine et la coordination comptent plus que la bravoure et les chiffres. Les princes russes apprirent cette leçon bien trop tard. Des milliers de leurs guerriers payèrent le prix ultime. Cette victoire n'a pas accompli ce qu'aucune autre campagne militaire n'avait réalisé auparavant. Elle a simplement démontré que le système militaire mongol était probablement la force de combat la plus efficace au monde au XIIIe siècle. De l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est, de la Sibérie au golfe Persique, les armées mongoles vainquirent tous les adversaires importants. Elles les rencontrèrent durant leur siècle d'expansion. La rivière Khalkha fut simplement un point de données supplémentaire dans ce schéma de conquête. Cependant, ce fut la première fois que les forces européennes expérimentèrent toute la sophistication de la guerre mongole. Le choc a retenti à travers les chroniqueurs médiévaux pendant des générations. Les chroniques russes la déplorèrent comme l'un des plus grands désastres de leur histoire. Ce jugement a perduré pendant 8 siècles. La fausse retraite qui massacra 20 000 chevaliers et guerriers demeure un sombre rappel. Dans l'histoire militaire, la tactique la plus astucieuse est souvent la plus ancienne. Elle consiste à faire croire à votre ennemi que vous perdez. Cela dure jusqu'au moment où il réalise qu'il a déjà tout perdu. Nous vous remercions d'avoir suivi cette analyse approfondie. Elle porte sur l'une des batailles les plus dévastatrices et brillamment exécutées de l'histoire médiévale. Si cette exploration du génie tactique mongol vous a fasciné, n'hésitez pas à l'indiquer. Nous visons 1500 mentions j'aime dans les 24 prochaines heures. Cela montrera que la véritable histoire militaire est importante. Abonnez-vous pour des analyses plus détaillées des batailles qui ont changé la civilisation. Des scripts sont en cours de développement. Ils couvrent tout, de la traversée des Alpes par Hannibal à la chute de Constantinople. Laissez un commentaire pour nous dire quelle bataille ou événement historique vous souhaitez voir explorer ensuite.
Nous y apporterons ce niveau de détail tactique. Le passé contient tant d'histoires incroyables. Elles méritent d'être racontées avec la profondeur et la complexité qu'elles possédaient. Elles ne doivent pas être réduites à de simples récits du bien contre le mal. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous. Les plus grandes victoires de l'histoire appartenaient souvent à ceux qui comprenaient, parfois, la chose la plus courageuse qu'un guerrier puisse faire est de fuir. C'est à la bonne heure et pour les bonnes raisons.